Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir le jour où une superpuissance est forcée de faire la seule chose qu'une superpuissance ne doit jamais faire, demander de l'aide à ses rivaux tout en prétendant qu'elle n'en a pas besoin. Ce moment est arrivé. L'Amérique est sur le point de perdre le Venezuela, non pas par une défaite militaire, non pas par des sanctions économiques efficaces, mais par l'effondrement systématique des mécanismes mêmes qui lui ont permis, au départ, de projeter sa puissance. Et l'ironie historique, l'ironie structurelle, c'est que cet effondrement ne se produit pas parce que le Venezuela est fort. Il se produit parce que l'Amérique est devenue dépendante d'un système qu'elle ne peut plus contrôler. Soyons directs. Ce que nous voyons en ce moment au Venezuela n'est pas une crise régionale. Ce n'est même pas quelque chose de secondaire. C'est la fissure visible dans les fondations de l'hégémonie américaine. Et lorsque vous regardez de près cette fissure, vous y voyez 3 noms inscrits, Pékin, Moscou et Téhéran. Ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est la logique de la survie qui se déploie en temps réel. Pendant 40 ans, les États-Unis ont maintenu un contrôle absolu sur le Venezuela grâce à un mécanisme simple, le dollar. Le Venezuela avait besoin de dollars. La monnaie du Venezuela ne valait rien. Le pétrole vénézuélien était vendu en dollars. Les États-Unis contrôlaient le système bancaire mondial à travers lequel ces dollars circulaient. Donc, les États-Unis contrôlaient le Venezuela. C'était élégant. C'était structurel. Cela ne nécessitait aucune troupe. Cela ne nécessitait aucune invasion. Cela nécessitait seulement que le reste du monde accepte une vérité fondamentale: vous ne pouvez pas survivre sans accès au système financier américain. Le gouvernement vénézuélien le comprenait. Chaque rival régional le comprenait. Chaque banquier à Londres, à Francfort, comprenait que la puissance n'était pas dans les armes. La puissance était dans l'architecture. Puis quelque chose a changé. En 2023, les États-Unis ont imposé au Venezuela leur paquet de sanctions le plus sévère depuis l'administration Trump. L'objectif était simple et explicite: étouffer le régime en le coupant des transactions en dollars. Détruire sa capacité à vendre du pétrole. Provoquer un effondrement. Provoquer un changement de régime. Cela avait déjà fonctionné. Cela avait fonctionné en Iran. Cela avait fonctionné en Corée du Nord. Du moins, c'est ce que croyaient les planificateurs américains. Mais le Venezuela ne s'est pas effondré. Au lieu de cela, autre chose s'est produit. Quelque chose qui révèle la faiblesse déstructurante de la puissance américaine. Le Venezuela s'est tourné vers l'Est, non pas dans le désespoir, non pas comme ultime recours, mais comme un choix stratégique délibéré, rendu possible par des rivaux qui avaient passé la dernière décennie à se préparer précisément à ce moment. Fin 2024, le Venezuela vendait 70% de son pétrole brut à la Chine. Pas avec une remise, pas sous la contrainte, mais dans le cadre d'un accord de partenariat à long terme. Le pétrole n'était plus principalement fixé en dollars. Il était fixé en yuan. Il était réglé via des canaux bancaires chinois. Il n'était plus soumis à la militarisation financière américaine. Les États-Unis avaient imposé des sanctions destinées à isoler le Venezuela de l'économie mondiale. Au lieu de cela, ils se sont isolés eux-mêmes de l'accès au pétrole vénézuélien. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un revers régional. C'est un renversement fondamental du fonctionnement de la puissance américaine. Et le fait que les décideurs américains commencent seulement maintenant à comprendre cela est la partie la plus dangereuse de toute cette affaire. Laissez-moi expliquer pourquoi cela s'est produit. Parce que cela exige de comprendre quelque chose que la plupart des analystes américains refusent d'accepter: les États-Unis n'ont pas un problème de force au Venezuela. Ils ont un problème structurel qui traverse toute la fondation de leur puissance mondiale. L'hégémonie américaine reposait sur 3 piliers. Les 3 sont aujourd'hui sous tension. Le premier pilier est le système du pétrodollar. Pendant 50 ans, le pétrole était fixé exclusivement en dollars. Chaque nation qui voulait du pétrole devait détenir des dollars. Chaque nation qui détenait des dollars avait un intérêt à entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Le système s'auto-renforçait. La demande de dollars pour acheter du pétrole créait une demande pour les titres américains. La demande pour les bons du Trésor américain. Notre partenaire peut geler vos actifs à volonté. Vous diversifiez donc loin de cette superpuissance. C'est structurel. Cela ne peut pas être inversé par un nouveau président américain. Cela ne peut pas être inversé par une posture militaire plus ferme. Cela ne peut que s'accélérer.
Et voici ce que cela signifie pour l'Ukraine. À mesure que le levier financier américain s'affaiblit, la volonté américaine de dépenser des ressources illimitées dans des guerres étrangères s'affaiblit aussi. L'Empire devient assoiffé. Il doit préserver le capital. Il doit préserver la crédibilité. Il doit montrer que le soutien américain signifie encore quelque chose. Vous ne pouvez pas faire cela en vous vidant de votre sang en Europe de l'Est. Laissez-moi retracer la logique de la façon dont l'Amérique est arrivée ici. Après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont fait un choix. Ils ont choisi l'unipolarité. Ils ont choisi de maintenir une supériorité militaire partout. Ils ont choisi d'élargir l'OTAN. Ils ont choisi d'encercler la Russie. Ils ont choisi de traiter la Chine comme une menace montante à contenir. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient les choix logiques d'une superpuissance cherchant à préserver sa domination. Mais la domination exige des ressources. Alors l'Amérique a commencé à imprimer des dollars pour payer des bases militaires à travers le monde, des centaines d'entre elles, des milliers de soldats, des budgets de défense énormes, des guerres en Irak et ailleurs, la Syrie, des armes à Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines. La facture est devenue astronomique. Et voici le piège, l'Amérique ne pouvait payer cette facture que parce que le dollar était la monnaie de réserve mondiale. Parce que chaque banque centrale dans le monde détenait des bons du Trésor américain. Parce que le système du pétrodollar obligeait les producteurs de pétrole à accepter des dollars. Autrement dit, l'Amérique finançait sa propre politique de confinement de ses rivaux en empruntant au monde grâce à sa domination financière. Ce n'est pas durable. À un moment donné, et nous atteignons ce moment, le monde réalise que prêter à un empire qui essaie simultanément de vous contenir n'est pas un échange rentable. Alors le monde cesse de prêter. Ou il prête moins. Ou il exige des taux d'intérêt plus élevés. Le rendement des bons du Trésor américain monte. La dette fédérale devient plus difficile à financer. Et soudain, l'Empire doit choisir, continuer à dépenser pour la domination militaire, ou maintenir le fonctionnement du système financier. Vous ne pouvez pas faire les deux. C'est la contrainte structurelle qui enserre maintenant la politique américaine. C'est pourquoi l'Ukraine devient remplaçable. Pas par faiblesse de volonté, mais par mathématiques. Les outils qui ont construit l'hégémonie américaine, le dollar, les bons du Trésor, le système financier, sont maintenant le nouvel étranglement autour de son cou. Dans la théorie réaliste classique, il existe un concept appelé la puissance relative. Ce n'est pas une question de force absolue. C'est une question de force relative par rapport à vos concurrents. Pendant 30 ans, la puissance relative américaine était écrasante. L'armée américaine était plus forte que les 10 armées suivantes combinées. L'économie américaine était plus grande que les 3 suivantes combinées. Le système financier américain était incontestable. Aujourd'hui, cela change. L'économie chinoise s'approche des niveaux américains. La capacité militaire russe s'est révélée plus résiliente que prévu. Et surtout, le Sud global, qui inclut l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Nigeria et des dizaines d'autres, ne s'aligne plus automatiquement sur l'Amérique. Parce que la domination américaine ne garantit plus leur sécurité. En fait, elle garantit leur subordination. Quand vous êtes une puissance moyenne, votre choix rationnel est de vous aligner sur la puissance dominante seulement si la puissance dominante peut vous protéger contre toutes les menaces. Mais quand la puissance dominante a du mal à contenir 2 puissances montantes simultanément, et quand la puissance dominante pourrait utiliser des armes financières contre vous, l'alignement devient moins attractif. Mais quand vous militarisez le système des bons du Trésor, quand vous gelez les actifs de la Russie, quand vous restreignez l'accès de l'Iran au système SWIFT, quand vous menacez toute nation qui commerce avec vos ennemis, vous créez une incitation pour chaque nation à réduire sa dépendance à la détention de dollars. Aujourd'hui, les banques centrales du monde entier diversifient loin des réserves en dollars, vers l'or, vers des arrangements monétaires bilatéraux, vers des systèmes de paiement alternatifs. Plus les États-Unis ont compté sur la militarisation financière, plus l'exode s'est accéléré. Le régime de sanctions était censé être un outil de coercition. Isoler une nation, couper son accès à l'économie mondiale, forcer la conformité. Mais chaque fois que les États-Unis imposaient des sanctions, ils démontraient quelque chose de crucial, ils étaient prêts à militariser le système. Et, plus important encore, il était possible de survivre hors du système. L'Iran a survécu. La Corée du Nord a survécu. La Russie s'est adaptée et a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux. Le Venezuela a découvert que la Chine était prête à absorber toute sa production pétrolière.
Chaque contournement réussi des sanctions a prouvé à la prochaine cible que la résistance était possible. Ce n'est pas de la morale. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est une relation de cause à effet structurel. Les outils qui ont construit l'Empire sont maintenant le nouvel étranglement autour de son cou. Maintenant, laissez-moi expliquer ce qui se passe réellement au Venezuela en ce moment. Et pourquoi la Chine et la Russie laissent cela se dérouler comme cela. Les États-Unis s'attendent à ce que le Venezuela devienne instable. Les États-Unis s'attendent à ce que l'instabilité force une crise. Les États-Unis s'attendent à ce qu'une crise crée une opportunité de changement de régime. C'est le manuel américain. Cela a marché en Irak. Cela a marché en Libye. Cela a partiellement marché en Syrie. L'hypothèse est que si vous pouvez créer assez de pression, quelque chose se brise. Mais cela suppose que les rivaux sont passifs. Cela suppose que les rivaux n'ont pas leur propre plan stratégique. Cela suppose que les rivaux ne peuvent pas préparer des alternatives. La Chine a passé les 15 dernières années à se positionner comme le protecteur non idéologique des nations riches en ressources. Elle ne se soucie pas de la politique intérieure du Venezuela. Elle ne se soucie pas de la démocratie ou des droits humains. Elle se soucie d'une chose, l'accès au pétrole à des prix stables, via des relations commerciales prévisibles. Les États-Unis, par contraste, ont clairement montré qu'ils se souciaient de toutes ces choses quand cela les arrange. Ils imposent des sanctions aux régimes autoritaires. Ils soutiennent des opérations de changement de régime. Ils exigent des réformes démocratiques. Puis, inévitablement, ils se retirent quand cela devient trop coûteux. Le leadership vénézuélien comprend cette différence. Il comprend qu'un accord avec la Chine est un accord permanent. Un accord avec les États-Unis n'est un accord que jusqu'à ce que les priorités américaines changent. Le rôle de la Russie est différent, mais tout aussi structurel. La Russie n'est pas au Venezuela pour gagner. La Russie est là pour empêcher les États-Unis de gagner. Chaque présence militaire russe au Venezuela, chaque conseiller, chaque système d'armes, chaque démonstration d'engagement sert un seul objectif, augmenter le coût d'une intervention américaine au-delà de ce que la société américaine est prête à payer. Ce n'est pas de l'agression. Ce n'est pas de l'impérialisme. C'est la réponse rationnelle d'une nation qui comprend que sa survie dépend de l'empêchement de l'hégémonie américaine dans son propre voisinage. La Russie a appris cette leçon dans les années 1990, quand les États-Unis ont supposé que la Russie accepterait simplement la domination américaine. La Russie a décidé que cette leçon ne se répéterait pas. Le rôle de l'Iran est plus petit, mais significatif. Le Venezuela est un cas test pour la stratégie de survie iranienne. L'Iran est sous sanctions américaines depuis 40 ans. L'Iran a développé l'expertise pour naviguer le commerce international sans dépendre du système du dollar. L'Iran partage maintenant cette expertise avec le Venezuela. L'Iran démontre qu'il existe des moyens de survivre à la coercition américaine si vous avez des partenaires prêts à aider. L'idée essentielle ici est la suivante, aucun de ces rivaux n'essaie de renverser la puissance américaine au Venezuela. Ils n'essaient pas d'imposer leur propre système. Ils créent simplement une alternative. Et ils démontrent que l'alternative est viable. Du point de vue américain, c'est une catastrophe, parce que la puissance américaine a toujours reposé sur la croyance qu'il n'y avait pas d'alternative. Ce que nous voyons au Venezuela n'est pas un événement isolé. C'est une manifestation visible d'un changement structurel beaucoup plus profond dans la puissance mondiale. Les BRICS représentent le défi le plus significatif à l'hégémonie américaine depuis la fin de la guerre froide. Et je veux être précis sur pourquoi. Les BRICS ne sont pas une organisation qui cherche à renverser le système existant. C'est une organisation qui construit une alternative à ce système. En 2024, les BRICS ont présenté la capacité de la nouvelle banque de développement à émettre de la monnaie. Ce n'est pas un titre accrocheur. Ce n'est pas dramatique. Mais c'est structurellement décisif. Cela signifie que des nations peuvent maintenant financer à grande échelle des infrastructures sans dépendre du dollar. Cela signifie que des nations peuvent commercer entre elles sans faire transiter les transactions par le système bancaire américain. L'organisation de coopération de Shanghai s'est élargie de manière significative. Elle inclut désormais des nations qui représentent près d'un quart du PIB mondial. Plus important encore, elle inclut chaque grand producteur d'énergie en Eurasie, pétrole de Russie, gaz naturel d'Asie centrale, produits raffinés de Chine. Tout cela peut maintenant être échangé via des arrangements bilatéraux qui contournent totalement le dollar. Les banques centrales accumulent de l'or à des rythmes historiquement élevés. Ce n'est pas un accident.
Elles se préparent à un monde où le dollar n'est plus la monnaie de réserve universelle. Elles comprennent que le système du pétrodollar touche à sa fin. Elles se positionnent pour ce qui vient. Et le Venezuela est simplement l'endroit où ce changement devient visible, parce que le Venezuela est un test. Une nation peut-elle survivre aux sanctions américaines si elle a accès à des partenaires commerciaux alternatifs? La réponse est oui. Un grand producteur de pétrole peut-il fonctionner hors du système du dollar? La réponse est oui. Le système international peut-il fonctionner sans hégémonie financière américaine? La réponse est oui. Chaque alternative réussie démontre la viabilité de la prochaine alternative. Je veux définir un terme avec précision, parce qu'il est crucial pour comprendre ce qui se passe. La liquidation impériale n'est pas un effondrement. Ce n'est pas une défaite dans une guerre. Ce n'est pas un moment dramatique où la puissance disparaît soudainement. La liquidation impériale est le processus graduel par lequel un empire perd la capacité d'imposer unilatéralement sa volonté. Cela arrive quand les rivaux ne croient plus que la résistance est futile. Cela arrive quand des alternatives deviennent disponibles. Cela arrive quand les coûts du maintien de la domination dépassent les ressources disponibles pour payer ces coûts. C'est ce qui se passe avec le Venezuela. Et, plus largement, c'est ce qui arrive à l'hégémonie américaine. Le moment critique survient quand l'Empire est forcé de négocier depuis une position de faiblesse plutôt que de force. Ce moment approche dans les 5 à 10 prochaines années. Les États-Unis feront face à un choix qu'ils n'ont pas eu à faire depuis les années 1930, accommoder des puissances rivales comme des acteurs légitimes avec des sphères d'influence, ou tenter de maintenir une domination mondiale à des coûts insoutenables. Le Venezuela représente ce choix en miniature. Les États-Unis peuvent continuer à imposer des sanctions, mais ces sanctions ne sont plus coercitives. Elles sont simplement des expressions de frustration. Le Venezuela a trouvé des alternatives. La seule façon pour les États-Unis de forcer le Venezuela à revenir à la soumission serait une intervention militaire. Et une intervention militaire n'est pas possible sans accepter des pertes dans toutes les autres régions où la puissance américaine est contestée. Ce n'est pas un échec moral. Ce n'est pas une erreur de politique. C'est structurel. Quand vous construisez un empire sur le levier financier et que des rivaux construisent des alternatives à ce système financier, l'empire perd son outil principal de contrôle. L'ironie, la plus profonde ironie, c'est que les décideurs américains croient encore qu'ils ont des options. Ils croient encore que les sanctions fonctionnent. Ils croient encore que le régime de sanctions est durable. Ils ne comprennent pas que chaque sanction imposée à la Russie a accéléré la dédollarisation. Chaque restriction imposée à l'Iran a démontré que la survie hors du système américain était possible. Chaque menace de gel d'actifs a convaincu chaque banque centrale dans le monde que le dollar était un passif, pas un actif. Les États-Unis ne sont pas vaincus. Ils sont contournés. Et c'est bien plus dangereux, parce que vous ne pouvez pas répondre au fait d'être contourné avec les mêmes outils que vous avez utilisés pour vaincre des ennemis. Vous ne pouvez répondre qu'en acceptant que le monde a changé. Regardez la trajectoire de l'Empire britannique. La Grande-Bretagne a maintenu sa domination mondiale pendant 2 siècles grâce au levier financier. La livre sterling était la monnaie de réserve mondiale. Londres était le centre de la finance mondiale. Les nations qui voulaient accès au crédit, au commerce, à la stabilité devaient maintenir de bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Puis la Grande-Bretagne a perdu la capacité d'imposer ce système, non pas par une défaite militaire, non pas par un effondrement dramatique, mais par la lente prise de conscience, chez les puissances rivales, que des alternatives étaient disponibles. Le dollar a remplacé la livre. L'Amérique a remplacé la Grande-Bretagne. Le processus a pris des décennies, mais il était inévitable une fois que la fondation structurelle a commencé à se fissurer. Nous regardons maintenant l'Amérique vivre ce que la Grande-Bretagne a vécu il y a un siècle. La seule différence, c'est que la transition se fait plus vite, parce que les outils de surveillance financière et les systèmes de paiement alternatifs sont plus sophistiqués aujourd'hui. Au lieu de prendre 70 ans, la transition pourrait en prendre 20. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère. Au Venezuela, la Chine observe et calcule. Au Venezuela, la Russie agit et démontre. Au Venezuela, l'Iran partage son expertise de contournement des sanctions. Et à Washington, les décideurs croient encore qu'ils imposent des coûts à leurs ennemis. Ce n'est pas le cas. Ils accélèrent simplement la sortie du monde d'un système qu'ils ne peuvent plus contrôler. C'est la logique de la survie. C'est la loi de la politique de puissance. C'est ainsi que les empires liquident leur domination, non pas par une défaite dramatique,
mais par la lente réalisation que les outils de contrôle sont devenus inefficaces. Si vous comprenez les forces structurelles que j'ai exposées ici, la fragilité du pétrodollar, la viabilité des alternatives, les incitations rationnelles qui alimentent la dédollarisation, alors vous comprenez que ce qui se passe au Venezuela n'est pas une anomalie. C'est l'avenir. Et plus tôt les décideurs américains l'acceptent, plus tôt ils pourront commencer à naviguer dans un monde où ils ne sont pas omnipotents, mais simplement une grande puissance parmi plusieurs.